Juste la parole encore à notre dernière intervenante de ce soir, de cette table ronde. On applaudit Sophie Swatton qui enseigne à l'Université de Lausanne. Merci d'être là avec nous, Sophie. Merci beaucoup. Alors effectivement, j'aime beaucoup l'approche de dialogue. Donc on n'est pas dans un schéma classique. Et donc juste rapidement 5 points, en rebondissant également sur ce que je viens d'entendre de la part de mes prédécesseurs. Donc ce mot de savoir, il est au pluriel. C'est-à-dire qu'on est dans des dialogues, mais qui renvoient non pas à un savoir unique qui serait imposé, qui aurait été appris dans des grandes écoles pour une seule manière de planter les tomates. Par exemple, j'ai beaucoup aimé la métaphore d'apprendre, en plus de penser bien faire en le faisant, mais qu'en fait, finalement, c'était un peu à côté de la plaque, mais ça partait d'une bonne intention. Donc cette idée qu'effectivement, il n'y a pas un savoir unique, et donc ça suppose également peut-être qu'il n'y a pas une seule manière d'apprendre. Et ce qu'on nous apprend, on est dans une école, aussi aujourd'hui, symboliquement, c'est très sympathique de pouvoir faire ici, c'est que ce n'est pas d'utiliser qu'une partie de notre cerveau dont Bergson expliquait qu'on avait besoin, la science, de prise sur le réel, de découper le réel, mais d'être dans une approche un peu plus globale, de des savoirs, je dirais, au pluriel. Mais deuxièmement, pour entendre qu'on n'est pas dans une conception unique du savoir et descendante, top-down, ça veut dire qu'on est déjà dans un autre paradigme. C'est pas anodin de parler de dialogue, de pas de monologue, et de ne pas imposer quelque chose qu'on connaît, qu'on a appris et qu'on pense être la meilleure voie. C'est déjà être dans une attitude de coopération, d'écoute, d'entraide, de réciprocité. Éric Julien disait tout à l'heure, c'est pas nous qui allons apprendre, mais c'est pas eux non plus. On est à la recherche d'une identité commune. Et donc là, je trouve ça très intéressant parce que ça signifie, et la citation de Keynes était aussi intéressante, qu'on n'est pas dans une approche qu'on pourrait appeler mécaniste de la nature, où la nature est simplement, comme le pensent les économistes, que je représente aussi un peu en discipline, comme un stock de ressources, comme un substrat uniquement matériel dans lequel on va puiser pour trouver ce dont nous on a besoin en tant qu'être humain, en tant qu'espèce, pour maximiser des flux, pour rentabiliser uniquement le capital, mais on considère la nature complètement différemment. Et donc, ça signifie que, troisième point, les Kogi et d'autres savent, ils ont un savoir et une idée sur la nature, sur la manière dont elle peut nous apprendre. La nature sait, en fait. Et donc ça pose le point de la transmission des connaissances. Comment est-ce qu'on transmet ces savoirs-là? Encore une fois, dans une école, comment est-ce qu'on peut expliquer que la nature sait, que l'on peut se connecter à des savoirs qui sont des savoirs traditionnels, qui sont des savoirs antiques, mais qu'on ne va pas pouvoir distribuer. Donc je dirais, cette question de la transmission à l'essentiel, et dans ce projet, elle me touche beaucoup sur la pluralité des acteurs qui interviennent. Donc, comment est-ce qu'on transmet ces connaissances? Comment ces savoirs vont péricliter? Comment est-ce qu'on va pouvoir les reproduire et former aussi à ces nouveaux métiers, à ces nouvelles connaissances pour que ça perdure et que ça ne disparaisse pas avec ces peuples racinés? Alors je dirais que ça passe, à mon sens, c'est très personnel, mais par une incarnation. Une incarnation comment? Sur un territoire d'abord. On a des géographes, on parle du canton de Genève, donc c'est pas anodin. Pourquoi Genève? Pourquoi le territoire? C'est un peu l'objet aussi de la table ronde. Mais parce que ce territoire a été choisi, et c'est pas un hasard s'il a été choisi. On est bien à Genève, donc il se passe quelque chose. Donc c'est comment ça peut s'incarner, je dirais, à la fois sur un territoire, donc spatialisé, cette dimension spatiale elle est fondamentale, en prenant en compte qu'est-ce qui fait la particularité de Genève, de son lac, de ses montagnes, etc. Et en même temps, incarner un autre niveau qui est celui des personnes, des communautés, individuellement. Comment on l'incarne aussi dans notre propre ressenti. C'est pas juste un savoir théorique, c'est comment on peut aussi l'incarner, le comprendre. Et là, j'ai envie de rebondir, c'est mon quatrième point, sur des mots qui m'ont touchée de la part de René et Philippe Bunkers, qui me permettez de vous appeler par vos prénoms. Donc je vais évoquer des mots qui vibrent, parce qu'on parle de vibration, d'énergie, qui ont résonné, je trouve, c'est le mot de ressenti spirituel. Revivifier le chemin en soi. Harmonie. Eau. Ministre spirituel. Mont Blanc sacré. Site sacré. Esprit. Grand esprit. Cosmos. Taïwana. Confédération colombienne. Transition dans l'art de vivre.
se réinventer face à une force agressive. Parler avec des pierres. Les arbres parlent. J'ai envie de dire, c'est la magie de l'enfance, en termes de dialogue qu'on peut trouver entre la magie de l'enfance et des connaissances scientifiques les plus poussées. Cinquièmement, et dernier point, ça inspire peut-être beaucoup d'humilité dans nos approches de sachant et d'apprenant également, d'être petit incarné, mais dans une vision plus large, et j'ai envie de dire une vision de nos savoirs en tant que scientifique, en tant qu'être humain, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'ami, en tant que femme, en tant qu'homme, dans une vision globale, systémique, holistique. Ce qui veut dire aussi une autre approche du soin, si on pense à Canguilhem, qui était philosophe et médecin, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique, une autre manière de soigner, une autre manière de percevoir la Terre, peut-être comme notre sphère d'appartenance première également, et puis une double dimension de la spiritualité qui rejoint peut-être, et là c'est une piste que je vous propose, la double dimension de la transmission chez les peuples racines. Une dimension que l'on connaît bien ici, de maître à élève, d'enseignant à élève, mais également directement de la nature, par ses esprits, par ses pierres, par ses arbres, par le cosmos à la personne. Et c'est peut-être un savoir encore plus fort qu'on a peut-être perdu, mais qui perdure dans cette double axe en fait de la verticalité et de la manière de considérer nos savoirs. Donc, en conclusion, je dirais que finalement, au fond, vous me direz, je n'y vais pas avec le dos de la petite cuillère, mais c'est pas grave, si je défendu dans plein d'œuvres et dans des livres et avec d'autres approches de scientifiques, peut-être qu'au fond, la nature sait, tout simplement. La nature sait. Et les savoirs méritent de s'inspirer du vivant, de la technologie, au lien qu'on peut ressentir à notre manière d'être ensemble. Donc finalement, un mot qui a aussi été prononcé, si on doit se prononcer pour un réenchantement du monde, un réenchantement qui nous manque tellement dans ces périodes un peu troublées, peut-être que cela passe par un réensauvagement, effectivement, mais de nos propres savoirs. Merci infiniment à Geneviève Morand, Éric Julien, toutes les équipes françaises et suisses de permettre cela et de nous aider, je n'ai pas envie de dire à mettre en œuvre, mais peut-être à mettre en cœur ce nouveau paradigme pour une capacité à inventer, à créer, et en redécouvrant, je dirais, à la fois notre territoire, celui où on vit, notre lieu de vie, mais notre propre spiritualité et nos savoirs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci René, merci Philippe, merci Philippe, merci Sophie. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en lien avec la Colombie. On va essayer, mais en principe, on est en lien et en direct. Et c'est vrai que c'est très important qu'il soit là, même si physiquement, ce n'est pas possible. Ça marchait tout à l'heure. Et ça va marcher. Et puis autrement, j'aimerais remercier et féliciter Michael Lézé. Est-ce que tu peux te lever? Oui, c'est lui qui a réalisé le film de 7 minutes sur Genève et les conduits et ce projet. On peut l'applaudir. Et si jamais on n'arrive pas à une connexion, il a enregistré il y a quelques jours. Et oh là là, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. On a entendu une voix bizarre, ça c'est bon signe. Claudio. Il parle tout seul. Allez, gossé, nos escuchan? Sí. Allô. On vous voit pas, enfin je vous entends pas. On va essayer de jouer à la moquette. On va le mettre comme ça. On va vous passer à Régossès. Et nous on t'entend. Vous imaginez le court-circuit technologique. J'essaye de traduire en direct, on va voir. Non, je crois pas que je l'entends. Lise, tu peux leur dire de parler. Mais ils parlent. Non mais eux ils nous entendent pas. Donc s'ils parlent, on va pouvoir traduire.
Allô Claudio. Le téléphone, ça marche toujours. Hein. Claudio. Vous entendez? Si. Ok. Buenos días, mi nombre es Arregosés Conchacalas, Bonjour, mon nom c'est Arregosé Conchacala. soy co-gobernador de la organización Buenaventura Tairones. Je suis gouverneur de l'organisation Buenaventura Tayrona pour les colis. Voilà, c'est tout. Pues lo queríamos dialogar en dos cosas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dialoguer sur deux choses. Uno es en el mundo entero sobre el cuidado de la conservación y Le premier, c'est sur le monde entier, la nature et toutes les questions de conservation, comment on va protéger la nature. no es largo, sino pues la vida solo coges a luna, entonces pues todos seres vienen a luna, pues Le deuxième sujet qu'il est en train d'évoquer, c'est qu'il dit que toutes les formes vivantes ont à Luna, c'est un esprit, et que ce serait aussi le deuxième champ sur lequel on pourrait échanger. J'essaie de capter. Hein. Y pues en nuestro idioma, Luino es la montaña que está abajo, Luino es lo que crece, Luino es como la vida, y el otro nos muestra es la montaña que está arriba. Entonces esa es lo que la vida del Luino es lo que quería compartir todo el mundo y estuviéramos atentos, de tener cuidados, donde parten de la vida de unos, es lo que quería compartir. Ce qu'il voulait nous dire, c'est que dans leur culture, il y a un mot qui s'appelle Gwenwe qui désignerait tout ce qui est sur un territoire mais qui est invisible, qu'on ne voit pas, les énergies qui font que les choses se déplacent, les phénomènes se passent, et que c'est aussi ça qu'il aimerait qu'on puisse aborder et échanger, c'est ça qu'il voulait nous partager. Et ils ont un mot aussi qu'ils utilisent, que j'ai entendu, qui est Shendukwa, qui désigne toutes les énergies qui se mettent en place quand on crée du déséquilibre. Alors, pour eux, c'est des glissements de terrain, c'est du réchauffement climatique, enfin tout ce qu'on connaît. Pour eux, c'est la nature qui, comme le Gwinoué, les énergies invisibles ne sont pas respectées, la nature se charge de rééquilibrer les choses en envoyant des énergies négatives qui font des glissements de terrain, du réchauffement climatique, des précipitations, etc. Otros que aquí nos dio las preguntas, entonces cuando dice que ¿qué es la ley para Kogi? La ley para Kogi es el territorio ancestral. Kogi es el territorio ancestral. Il nous parle de la loi. Qu'est-ce que c'est la loi pour nous? C'est pas la loi des hommes qu'on fait et qu'on change quand ça nous arrange. Pour eux, l'idée de loi, ça vient du territoire. C'est le territoire qui transmet et qui enseigne la loi. Otro, ¿qué es el territorio? ¿Qué es la montaña? Ya lo dije, es el Luinoe y Nuhuatla, es la montaña que está cubierto la Sierra Nevada, es el territorio ancestral. Et dans cette vision des choses, les montagnes ont été créées pour nourrir cette énergie qui fait grandir les choses. Donc il parle des montagnes en disant, en fait, il y a eu le haut, il y a eu le bas, et donc la création des montagnes a déclenché les énergies qui ont permis la vie sur Terre. Otros, el espiritual, para nosotros la espiritualidad es el alma que están dicho, el alma de la vida del alma, que va más allá del mundo científico indígena y el mundo científico externa, pues creo que son las cosas que están viendo a la afectación mundial. Es lo que aquí la pregunta hace el científico, nuestro científico es nuestro hermano que ven más allá en la espiritualidad y físicos. Et dans l'idée de spiritualité, pour eux, quand
on évoque l'idée de spiritualité, c'est bien plus que notre science Kogi, c'est plus que votre science à vous, c'est même plus que ce qu'on peut capter, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Quand on évoque cette idée de spiritualité, c'est aussi ça qu'on aimerait un petit peu pouvoir échanger avec vous. Otro, ¿qué consejo nosotros podemos dar al pueblo Kogi? El consejo es, Quel conseil pourrez-vous donner? el consejo es cada uno, individuales, familiares, tener mucho cuidado con la naturaleza. La educación parte personal de cada uno, que vivamos muy educados con las naturalezas. Es lo que el pueblo Kogi se educa con la tierra, con el árbol, es la convivencia, educar, no simplemente usarlas, sino es como reinvertir nuevamente el pensamiento a la madre naturaleza. Ce qu'il dit, c'est que le conseil qu'il pourrait, enfin le conseil, ce qu'il nous partage, c'est qu'il faudrait qu'on réinvestisse la nature, la pensée, un peu ce que j'ai évoqué avec la phrase de Michel Serres, hein, qu'on remette la nature au centre des enseignements pour les enfants, les arbres. Voilà, c'est quelque chose qu'on a peut-être laissé de côté. Il faudrait qu'on se rapproche de cette nature, qu'on remette cette nature dans nos pensées, dans notre vie spirituelle. Otros para las tierras, como el pueblo Kogi, con la tierra vivimos con cuidadosa, con la tierra, con el agua, con otros. Il faudrait qu'on prenne plus soin de la terre et de l'eau, Todo lo que consumimos, Tout ce qu'on lo mange. usamos, tout ce qu'on utilise. nuevamente lo reinvertimos en el pensamiento para que siga dándose la fruta de agua, naturaleza y de frutas, nos vaya dando bastantes. Lo que hacemos es reinvertir pensamientos, todo lo que hemos usado nuevamente y volver a sembrar en él para que haya una fortaleza naciendo. En fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on pense, tout ce qui se passe en nous, après ça revient dans la nature. Là, c'est moi qui rajoute ça, c'est qu'il dit souvent, si on a des pensées négatives, on remet des pensées négatives dans la nature. Si on a mangé des choses de mauvaise qualité, on va remettre des choses de mauvaise qualité dans la nature. Donc c'est cette espèce de cycle que tout ce qui nous traverse, on le remet dans la nature ensuite, que ce soit la pensée, que ce soit spirituel, que ce soit alimentaire. Pues el otro es que en el mundo mundial, este mensaje es que lo enviamos a la gente, las universidades, pues quisiéramos seguir teniendo en cuenta más adelante, más concretos. Queremos seguir dialogando el cuidado del mundo, cuidado del agua, cuidado de la vida, cuidado de los pensamientos. Entonces, pues creo que ese es la gran diálogo que compartimos por segundo. On aimerait bien pouvoir élargir ce dialogue des universités, d'autres gens. C'est vraiment le message qu'on voudrait vous faire passer, c'est qu'il faut qu'on nourrisse ensemble ce dialogue pour réfléchir ensemble sur comment protéger l'eau, protéger la nature. En tout cas, avoir une nouvelle pensée pour faire ça. Et ce serait vraiment intéressant qu'on élargisse cette manière de fonctionner ensemble. Esperamos acá, en medio del mensaje de Shendukwa, solamente quería explicar en el mundo, Shendukwa es el temblor. Shendukwa, Shendukwa es un le nom de Shendukwa es un l'association. temblor, por eso es que el mensaje no es un temblor, pero estamos haciendo como un temblor, dándole el mensaje mundial para que estemos un poco viéndonos, moviéndonos y para que estemos trabajando día a día para mucho mejor para las nuevas generaciones. Le mot de Shendukwa en fait veut dire plusieurs choses, ça veut dire les tremblements de terre, mais ça veut dire les glissements de terrain, le réchauffement climatique, mais ça veut aussi dire l'énergie qui essaie de rééquilibrer les choses. Et finalement, il aimerait qu'on soit de plus en plus nombreux à envoyer ce Bécha, cette énergie, qu'on essaie de rééquilibrer les choses et avoir une nouvelle pensée, en tout cas soigner notre pensée, et si ce n'est pas pour nous, au moins pour les générations futures. Gracias. Bueno, entonces finalizo, lo invito, sigamos teniendo este diálogo corto y más adelante podemos conversarnos más
más profundas con todas las gentes, porque en este momento hoy en día lo exige el mundo estar permanente en diálogos. Là, c'est bien qu'on continue à se parler encore un petit peu, mais ça va être encore mieux quand on va pouvoir avoir des vrais temps de dialogue pour approfondir toutes ces questions et vraiment travailler ensemble pour garder l'équilibre et la santé du monde. Muy bien. Buenos, entonces termino diciendo, Je termine esta en no vous es disant, primera vez, sino que esto no es primera vez, sino que siempre tenemos que tener contactos, dándonos enseñanza. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Entonces eso es un camino largo, pero ahí estaremos enseñando junto a parte. ce que j'aimerais, c'est que moi j'apprenne de vous, que vous appreniez de moi. C'est un long chemin qu'on va commencer ensemble, et moi aussi je vais beaucoup apprendre de vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'appelle tout de suite pour la table ronde Béatrice et Gilbert Crémer-Cochet. Oh là là. Merci de venir à la table. J'appelle également Béatrice Milbert, Denis Chartier et Anna Maria Lozano. Merci de venir à la table. Un prototype de diagnostic a été réalisé dans le DIWA en 2018. Vous y avez participé et ce sera vraiment très intéressant de vous entendre à ce propos. Est-ce que je peux demander à Béatrice et Monsieur Cochet de commencer par témoigner de ce que vous avez vécu. Donc, techniquement, vous avez passé, il y avait des scientifiques, des co-guides, vous avez été voir le territoire et ensuite vous avez échangé sur ce que chacun voyait. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous en avez retiré? Voilà, c'est comme à la maison. Oui, alors nous avons vécu un moment absolument extraordinaire puisque nous avons passé une journée entière avec les co-guides, une journée de naturalistes. On se balade dans la nature, on observe, on note, voilà. Mais chacun à sa façon, chacun à sa manière. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, comment dire, nous sommes des gens protocolaires, scientifiques, c'est carré. Si on fait une recherche, on va faire un quadrat ici, on fait 10 mètres, on en fait un autre, puis voilà. Et on est rassuré. Mais les protocoles, moi je disais souvent à certains de mes étudiants, c'est plutôt un affront à la complexité du cerveau. Parce qu'un protocole, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus idiot. Vous faites des recensements sur les rivières, voilà, vous descendez dans chaque pont, vous comptez. L'Indien coquille, c'est pas du tout ça. Et on les a observés, et on s'observait mutuellement. D'abord, ils ont toujours le regard écarquillé à observer tout ce qui est autour d'eux, en permanence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce moment où on est dans la nature et puis on se laisse aller. Et puis, non, toujours les yeux grands ouverts, etc. Et on avait l'impression véritablement qu'ils avaient des moyens de perception que nous n'avions pas. Parce que, à la fois, le diagnostic était sûr, précis, mais rapide, très rapide, instantané. Comme s'ils avaient la capacité d'intégrer toute une série de critères et d'en faire la synthèse hyper rapidement, et voilà, et de sortir la solution. Alors, quelques exemples, quelques aspects quand même qui nous parlent. Et je suis vraiment ravi d'avoir entendu la table ronde précédente nous parler de sauvage, de l'ensauvagement. On ne peut pas savoir le bien que ça nous fait. Alors, on a écrit 2 livres déjà là-dessus, mais c'est pas pour ça uniquement. Mais je viens d'un pays, la France, où c'est quand même tout doit être bien régulé, bien rangé, etc. Alors que les co-guides, ils font confiance à la nature en permanence. Une fois, un Américain nous avait dit, l'homme ne sait pas faire confiance à la nature, il se prépare un dur labeur. Et le co-guide, non.
Donc, on se trouve dans la forêt, dans une forêt dans le Diois, et puis, il y a un endroit, il y a un captage d'eau. Ce captage d'eau, on l'entend, mais on ne la voit pas. Il y a du béton. Il y a un bloc de béton, et l'eau, on est dans le sud des Alpes, il peut faire très chaud, on peut avoir besoin d'eau. Là, le coquille n'a pas pu comprendre. Il dit, c'est pas possible. Il y a une source, vous mettez du béton là-dessus. Mais qu'est-ce que vous faites? Il n'imaginait pas qu'on puisse être aussi pervers, aussi compliqué que là où il y a une source, de mettre du béton par-dessus. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, quand on prend un peu du recul, et dans nos montagnes, nous on voit dans le Massif central, pratiquement toutes les sources ont été captées de cette façon-là, pour pouvoir prendre des douches plusieurs fois par jour, etc. Quand on y réfléchit, c'est pour ça quand même. Donc voilà, déjà là, ça avait vraiment surpris. Deuxième surprise, on dit, mais chez vous, on ne voit pas d'animaux sauvages. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie sauvage. Alors nous, on sait qu'il y en a un peu, quand même, mais surtout qu'elle se cache. Et l'animal sauvage, s'il est présent mais caché, ou qu'il soit absent, ça revient à peu près au même dans notre relation. Alors, moi j'ai eu l'immense privilège je m'occupe de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche et je préside le conseil scientifique. Et dans ce cadre, j'ai pu visiter la grotte Chauvet, la vraie, et c'est vrai que c'est un privilège extraordinaire. Et donc là, je l'ai visité en partie comme naturaliste. Et dans cette grotte, je me suis rendu compte de la diversité des espèces. Je me suis rendu compte de l'abondance. Il y a des fresques où on voit les lionnes, on voit les aurochs, etc., en abondance. Et puis le critère peut-être le plus intéressant, et ça rejoint justement la remarque des coquilles, c'est la proximité. Vous avez des dessins, vous avez des gravures, vous avez le couple de lions, le lion et la lionne. Le lion, il se rapproche de la lionne, il aimerait bien passer un petit moment avec la lionne. Mais la lionne tourne la tête, elle a un regard, elle a la migraine. C'est pas possible. Eh bien ça a été dessiné, donc ça a été vu, ça a été observé, à proximité, à quelques mètres. Cro-Magnon, il n'y avait pas de paire jumelle, même ni Zeiss ni Zarowski, il n'avait pas de téléobjectif non plus. Il n'avait que ses yeux, comme les coquilles dans la nature, dans la forêt. Et donc cette proximité, c'est là qu'on se rend compte qu'elle nous manque terriblement. Et c'est ce que veulent dire les coquilles quand ils veulent des forêts avec de la faune, avec l'autre, comme vous l'avez fort bien dit Philippe, le sauvage, c'est l'autre, c'est l'altère. Et donc on en a besoin absolument. Et comme l'a très bien évoqué Robert Hénard, bien sûr, dans tous ses ouvrages. Et on doit revenir justement vers cette période-là. Alors, simplement, je ne vais pas trop monopoliser la parole, parce que je n'ai pas l'habitude de parler aussi longtemps à la maison. Vous savez, nous, quand on parle comme ça en public, on sent le public. On sent ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Alors des fois, on se trompe, mais c'est rigolo, c'est là que c'est intéressant. Non, alors ce que je voudrais dire quand même simplement par rapport à un côté positif, et vos propos nous ont invités à nous retrousser les manches, enfin, retrousser les manches, non, ça c'est d'abord, on amène le bulldozer, mais l'appel mécanique, hardi petit. Non, c'est pas ça. C'est avec une grande humilité, avec un grand respect, protéger. Et je crois qu'on est arrivé à une période où jamais, depuis fort longtemps, on n'avait pas eu tant d'aspiration pour la préservation. Et on a des exemples positifs. Quand on préserve, ça marche. Quand on ne fait plus rien du tout dans la nature, elle se déroule très très bien toute seule, elle n'a absolument pas besoin de nous. Et elle nous fait de l'abondance, de la richesse, du bonheur, de la tranquillité, de la sérénité, etc. etc. Eh bien, voyez-vous, en Europe, en 2019, pour la première fois depuis peut-être 140 ans, le loup s'est reproduit avec une meute à chaque fois dans tous les pays d'Europe, sans exception. À l'exception aussi c'est pas à cause du Brexit, mais c'est à cause du Channel, donc à cause des îles britanniques.
parce que voilà, le loup il n'est pas encore traversé. Le jour où il faudra traverser, il le fera. Et donc, reproduction partout. En Belgique, aux Pays-Bas, une meute de loup qui se reproduit. Donc la tolérance par rapport à l'animal sauvage qui peut faire quelques petits dégâts, eh bien, elle est là, elle s'installe. Et ça va même plus loin, non seulement on préserve, mais même on fait revenir, on réintroduit. Ici, vous êtes bien placé, ensuite vous avez réintroduit le lynx dans le Jura, il est passé dans le Jura français parce qu'il ne connaît pas les frontières, et puis, comme vous, il est descendu un petit peu dans les Alpes, alors pour nous, il arrive jusqu'à la Chartreuse, hein. Il ne va pas au sud, et on a un plan national d'action pour le faire revenir. Je reviens vers le Léman, il y a 2 programmes, un programme de réintroduction du balbuzard, qui est bientôt, les premiers balbuzards vont se reproduire probablement l'an prochain, et puis il y a un autre projet, enfin c'est pas un projet, c'est un programme sur lequel nous avons travaillé avec Béatrice, donc c'est la réintroduction du picard de queue blanche. Mais vous ne pouvez pas savoir comment, dans le monde cynégétique, dans le monde agricole, le fait de se dire, non seulement on ne va plus toucher la nature, on va la laisser sauvage, mais on va y mettre des prédateurs pour que ça en devienne encore plus sauvage, et c'est accepté. C'est un bouleversement cul par-dessus tête. Et donc là, je crois que les coquilles peuvent vraiment nous aider, parce qu'ils ont cette tranquillité. Il n'y a jamais de gestes brusques, etc. Il y a toujours une douceur. Et là, nous étions un groupe d'une quinzaine de personnes, il n'y avait pas de cris, voilà, c'était la sérénité en marchant dans la forêt. Eh bien, c'est ça qu'il faudrait retrouver. Merci infiniment, Béatrice Cochet. Oui, et quand Gilbert dit que les coquilles peuvent nous aider, donc moi je peux témoigner. Tout à l'heure, quelqu'un disait les arbres peuvent parler et les coquilles sont capables de les entendre. Eh bien, nous en avons eu la preuve, parce que pendant que nous avons fait du terrain avec eux, ils se sont arrêtés devant des pins noirs d'Autriche. Ils ont regardé l'arbre. Alors, comment ils l'ont entendu, je ne sais pas. Mais à un moment donné, ils se sont tournés vers nous et ils nous ont dit cet arbre, il n'a rien à faire ici. Il n'a pas sa place ici. Et non seulement il n'a pas sa place, mais il fait du mal au reste. Pin noir d'Autriche, vous savez probablement qu'il a été effectivement importé, il n'avait rien à faire dans le Diois. Il a été importé au début du XXe siècle pour faire ce qu'on appelle du reboisement de terrain de montagne. Et effectivement, comme le disent les coquilles, eh bien, les plantations de ces pins noirs d'Autriche ont été extrêmement néfastes au niveau des conséquences pour le milieu. Il y a eu une acidification des sols qui a rendu plus difficile la croissance de la végétation de sous-bois. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre que eux ils n'ont pas, comme nous, une flore, des études qui leur disent que, enfin voilà, tout notre background de scientifique, naturaliste de terrain, eux, ils n'ont pas, ils viennent de Colombie, où il n'y a probablement pas de pin noir d'Autriche, mais en écoutant, en regardant, en laissant leur sens capter ce qu'il y avait autour d'eux, ils étaient capables de comprendre des choses que la nature leur exprimait. Et deuxième chose qui concerne beaucoup, puisque la deuxième rencontre et le deuxième diagnostic croisé va se faire sur le haut bassin du Rhône, ils nous ont dit quelque chose qui m'a énormément frappée. Ils ont une pédagogie, une façon d'exprimer les choses de façon simple et parlante que j'ai trouvé absolument remarquable. Ils nous parlaient je pense qu'ils doivent avoir le problème chez eux aussi, ils nous parlaient des barrages. Alors, tout à l'heure, vous nous avez rappelé, plusieurs des intervenants précédents nous ont rappelé que leur approche est holistique. C'est-à-dire, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, ce qu'on m'a traduit, ils considèrent que la Terre, c'est un hyper-organisme et que, en quelque sorte, chacun des écosystèmes est un organe de cet immense organisme et qu'il existe des connexions entre ces différents écosystèmes, par exemple, par les cours d'eau, etc. Et à un moment donné, ils nous ont dit, alors ça nous a particulièrement frappé parce qu'on a beaucoup travaillé avec Gilbert sur les barrages, ils nous ont dit, quand vous barrez une rivière, quand vous mettez un barrage,
C'est un peu comme si vous mettiez une ligature à la sortie de la vessie. Si vous faites ça, vous empêchez l'eau de circuler, le liquide de s'écouler, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être malade. Mais quand vous faites ça à la rivière, c'est pareil, elle est malade. Et là, j'ai pensé à tous les barrages que les Français ont construits sur le Rhône, qui est effectivement bien malade de tout ça. Alors ces barrages ont une utilité, bien sûr. Hein. L'objectif, c'est pas de dire il faut les détruire, mais peut-être qu'il faut effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, repenser notre relation à la nature. Et je me réjouis énormément que ce deuxième diagnostic croisé ait lieu ici, dans le canton de Genève, en Suisse, parce que les Suisses, vous avez été les premiers en Europe à avoir l'audace de créer un parc national avec la libre évolution. C'est-à-dire que quand vous avez créé votre parc national suisse, vous n'en avez créé qu'un, c'était en 1914, vous avez eu le culot incroyable de vous dire on va laisser cet endroit sans y toucher, on ne met plus de pâturage, de bêtes à pâturer, on ne coupe plus le bois, on ne l'exporte plus, on ne nettoie plus, et on ne chasse plus, on n'intervient plus. C'est-à-dire qu'on laisse faire la nature et on va regarder ce qui se passe. Et ça, c'est formidable. Si vous avez été les premiers à inventer la libre évolution. Et avec Gilbert, et tout à l'heure j'ai entendu aussi, ce serait bien de faire revenir un petit peu la nature. Il faut apprendre, face à l'adversité, face aux problèmes, il faut apprendre à se retirer et à laisser la place aux autres. Eh bien, l'idée qui a été suggérée, c'est redonner de la place à la nature. Et je crois que si le canton de Genève pouvait être le premier parc national urbain dans lequel on se retire partiellement pour redonner de la place à la nature, ce serait une idée que le dialogue avec les COGI, puisque leur diagnostic est si précieux, ce serait une idée qui est peut-être à creuser et pourquoi pas à mettre en application. Merci beaucoup. La parole maintenant à Anna Maria Lozano, qui arrive aussi spécialement pour nous ce soir de Colombie. Et à droite et à ma gauche, donc à votre droite, à votre gauche, vous avez ses œuvres. Elle va vous en dire plus tout de suite et surtout comment elle est entrée en contact avec le territoire des Indiens Kogi. Il y a quelques semaines, j'étais en train de réaliser un entretien avec un Kogi et je lui demande de me raconter un peu son histoire. Donc il commence à mâcher sa feuille de coca, il me regarde pendant 5 minutes, il regarde ailleurs, il crache la feuille. Moi je pensais qu'il ne voulait pas parler peut-être, il prenait trop de temps. Et puis il me dit tu veux que je te raconte mon histoire depuis le ventre materne ou avant? Et du coup, je lui dis depuis le ventre de ta mère. Aujourd'hui, je ne peux pas vous raconter l'histoire depuis le ventre de ma mère, mais je peux vous raconter une toute petite partie de l'expérience que je suis en train de vivre à la Sierra. En fait, depuis 12 ans, je suis partie en Colombie pour vivre avec cette communauté, dans le cadre de mon terrain de thèse en anthropologie à la HSS. En fait, depuis que j'ai commencé mon travail avec eux, et encore aujourd'hui, il y a quelque chose qui me fascine et que j'aime vraiment, et c'est ce rapport au territoire et comment ils comprennent la terre. En fait, par exemple, ils peuvent déposer une offrande dans une partie. Disons, ils déposent une offrande ici. Et en fait, cette offrande, ils voyagent dans le territoire et ils arrivent jusqu'au sommet de la montagne, par exemple. En fait, pour eux, les réseaux, les territoires, c'est un réseau. C'est un réseau de messages. Et ces réseaux, il est composé par des lieux sacrés. Mais en fait, ces lieux, que pour nous, on pourrait le dire qu'ils sont des lieux, mais en fait, il ne s'agit pas des lieux. Il s'agit des personnes, des ancêtres. Tout à l'heure, les Kabyles, ils faisaient référence à Nkwahalda, que en fait, c'est les maisons des ancêtres, c'est les maisons des personnes. En fait, quand ils parlent des lieux, c'est des personnes. En fait, c'est un grand réseau de personnages qui habitent et qui se communiquent entre eux. Donc, en fait, les Kogi, ils ont compris qu'il faut aller nourrir ces lieux, il faut aller les rendre visite, il faut aller les soigner, il faut aller
bassins occupés pour pouvoir entretenir ces réseaux, ces grands réseaux planétaires. Donc pour moi, ce qui m'intéresse dans mon terrain d'anthropologie, c'est de mobiliser des techniques artistiques parce que je me suis rapidement rendu compte que par les discours, ça n'allait pas passer. En fait, il y a quelque chose de l'ordre des émotions, des affections, même des sentiments et qui peut vraiment faire vivre cette réseau planétaire. Donc pour ça, je réalise des cartographies sensibles, des dessins. J'ai fait aussi, je leur demande de faire des œuvres de théâtre pour comprendre un peu mieux ces gestes. Et je voulais vous montrer ce qu'on a fait lors du dernier diagnostic croisé en 2018. En fait, comme on vous a raconté, on a fait un travail de terrain. Donc on est allé visiter les terrains de la comtesse et de la ville. Donc nous avons réalisé avec les Kogi des cartographies. Donc par exemple ici, ce que vous voyez, c'est une représentation des lieux sacrés des montagnes, donc des personnes qui habitent dans ces montagnes-là. Et on voit donc les liens qu'elle entretient avec elle. Et en fait, il s'agit des liens très spécifiques, c'est-à-dire c'est pas que cette montagne est aussi liée avec celle-là. D'une certaine manière, oui, elles se soutiennent tous. Mais il y a une relation hiérarchique entre elles, c'est-à-dire qu'il y a une montagne, elle peut ordonner à une autre ce qu'elle doit faire. Donc par exemple, celle-ci, elle ordonne celle-là, elle demande au gardien de la montagne qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc c'est toute une conception révolutionnaire du territoire qui est complètement différente à ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'intéresse moi dans cette idée de diagnostic croisé, c'est de pouvoir ouvrir un peu nos imaginaires, ouvrir un peu à l'idée qu'il y a des nouveaux territoires, nous ouvrir à une manière différente de ressentir, de nous inspirer aussi de cette autre manière de pouvoir entrer en connexion avec la mère-terre. Merci. Merci beaucoup, Béatrice Milder. Je voudrais remercier déjà d'avoir pu entendre le chef Kogi nous parler, comme il a parlé tout à l'heure. Et je me réjouis tellement de pouvoir à nouveau faire ce deuxième diagnostic croisé. Je pense que ce que nous avons vécu la première fois dans le DIRA était absolument exceptionnel. En fait, il y avait plusieurs d'entre nous qui sont allés sur le terrain. Et c'était tout à fait, pour moi, très rassurant de voir que, à la fois, les Kogi avaient ce regard avec ces explications, avaient ce ressenti, mais toutes les personnes qui étaient là avaient aussi un regard, un partage qui avait une résonance. Et tout cela fonctionnait extraordinairement bien. Ça, je trouvais, et d'ailleurs, ces œuvres, ça m'a réjoui quand je les ai vues toutes les deux, parce que je vous ai vu les faire ensemble avec les Kogi et toutes retracer effectivement ces liens entre les différentes montagnes, entre les cours d'eau, entre les forêts, entre les animaux, entre les arbres, et la profondeur de la terre, et de voir que tout ça était dans une harmonie parfaite et qu'il pouvait y avoir effectivement des discordances, mais ces discordances, elles étaient captées par chacun. Et on pouvait effectivement, à travers les partages qu'on a fait, voir que cette communication entre les Kogi et nous était d'une possibilité et d'une richesse incroyable et que ça fonctionnait merveilleusement bien. Merci Eric pour ce que tu as fait, parce que ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Donc, Eric m'avait demandé de venir parler de l'eau, et en particulier de la mémoire de l'eau. Et donc, effectivement, j'ai parlé de toutes les connaissances que j'avais, de l'application de la physique quantique, à la biologie, à la médecine. Et en face de moi, j'ai eu un être extraordinaire, une femme Kogi qui s'appelait la Saga Narcissa, et qui a parlé de l'eau, après que j'ai expliqué effectivement la mémoire de l'eau, et ce qu'elle m'a transmis, ce qu'elle nous a transmis, était effectivement d'un autre ordre, c'est-à-dire que l'eau, c'est la femme, et quand on maltraite l'eau, on maltraite la femme, et quand on maltraite la femme,
on maltraite l'eau. Et comme vous avez très bien dit, effectivement, les barrages, les captations d'eau, les tuyauteries, tout ça pour eux rend de l'eau malade. Et cette eau malade nous rend malade. Donc effectivement, c'était un autre enseignement, d'une autre dimension. Et à la fin, elle disait, l'eau, c'est la pensée. C'est très important, l'eau, pour nos cellules, c'est très important aussi pour la pensée. Voilà, je pense que c'est des échanges d'un autre ordre qui nous amènent à reprendre en main notre façon de vivre, notre art de vivre, notre santé. En tout cas, moi, je suis partie de Paris. Hein. C'est vrai que c'était en 2018. Je suis arrivée à Genève en 2020. Et matin et soir, j'ai un bonheur de voir le Salève et le Jura dans le soleil couchant, dans le soleil levant. Et le rythme de la nature, j'en ai vraiment besoin. Et merci encore de cette initiation, de cette invitation. Merci infiniment. Merci et merci Béatrice d'être avec nous à nouveau. Denis, cette expérience. Denis Chartier. Alors, je vais commencer par vous dire que la dernière fois que je suis venu en Suisse, c'est il y a 20 ans. C'est pas que j'ai un problème avec la Suisse, hein, c'est pas trop sur mon axe de déplacement. Et c'était pour travailler sur le WWF et Greenpeace, donc, entre autres, mais surtout le WWF. Et donc, je suis venu interviewer des gens du WWF, de l'UICN, Aglan, pour essayer de comprendre en quoi ils participaient à la résolution des problèmes environnementaux. Et après, je me suis mis à travailler sur... bon, voilà, ils y arrivaient plutôt bien, mais avec un certain nombre de problèmes, etc. C'était une des conclusions de la thèse. Et puis après, j'ai travaillé en Amazonie sur des modes de développement alternatifs, j'ai travaillé dans les grandes conférences internationales, je me suis occupé du brevet d'écologie politique. Et je vous dis tout ça parce que tout ce petit parcours, qui est très court, il m'a conduit à me rendre compte d'une chose, c'est que dans les propositions d'écologie politique que vous pouvez faire, vous pouvez comprendre ce qui se passait d'un point de vue scientifique. On comprend très bien qu'on est en train de dégrader très sérieusement les milieux et nos propres conditions d'existence, de façon très intense. On sait à peu près politiquement, économiquement, etc., comment il faut répondre, à peu près un peu les axes qu'il faudrait suivre, mais ça avance pas trop. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la conclusion à laquelle moi je suis arrivé dans mon petit coin, c'était qu'il fallait que je boive. J'ai des espoirs. Non, c'était qu'il fallait, en fait, peut-être qu'il manquait quelque chose de proposition d'écologie politique, et c'était peut-être une dimension sensible, une approche du vivant, en tout cas, une relation, une dimension affective avec le vivant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas forcément envie de protéger, de porter attention à quelque chose quand on la met à distance. Finalement, on ne voit pas très bien l'intérêt de la protéger. On protège toujours mieux, peut-être un peu ses proches, ou en fait, voilà. Donc il fallait peut-être retrouver une relation de proche à proche, intime avec le vivant. Et dans ce chemin-là, j'ai rencontré Eric, et en fait, je me suis retrouvé dans ce diagnostic. Et c'est exactement ce que font les coquilles. Ils ont une relation sensible au monde, mais aussi au vivant, du micro au macro. Et cette dimension-là, il y a beaucoup qui essayent de la toucher du doigt aujourd'hui. Hein, le travail scientifique un peu plus classique commence aussi à s'ouvrir un petit peu tout ça, très lentement. Voilà, de se mettre en dialogue et de saisir en fait la façon dont ils appréhendent ce monde est pour nous, à mon avis, quelque chose d'extrêmement important. Je préfère dire important qu'utile, parce qu'on va retomber dans quelque chose un peu d'utilitariste. Voilà. Et c'est même essentiel. Et je pense, dans le diagnostic, en fait, quand on s'est retrouvé, il y a eu plein de moments complètement en fait, magiques, même si c'était trop court, même si ça pose plein de soucis. Il y a des soucis de traduction, comment est-ce qu'on comprend vraiment bien ce qu'il nous raconte, etc. C'est pas simple, cette aventure. Loin de là. Ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on ne va pas encore se remettre, nous, occidentaux, modernes, dans une position où on va finalement instrumentaliser encore ces savoirs? Voilà. Toutes ces questions-là, elles sont présentes. Mais je peux vous dire que dans les temps de rencontres qu'il y a eu, il y a des moments complètement magiques. Alors il y en a quelques-uns qui ont été déjà racontés. Je vous en ai raconté 2-3 qui pour moi ont touché. C'est par exemple, vous vous baladez quand on entre dans cette vallée,
j'avais participé moi au pré-diagnostic territorial de géographes un peu classique. On va dans une bibliothèque, on regarde ce qui se passe depuis très très longtemps dans une vallée, on voit qu'il y a un peu de déprise agricole, il y a des petits soucis, on fait un peu de géologie, bon, on fait tout un tas de choses comme ça pour comprendre un petit peu ce territoire. Et puis on se balade un petit peu, on regarde un petit peu, on a 2-3 indicateurs qui permettent de voir s'il y a une déprise ou pas, quel est le type d'occupation des sols, etc. Voilà, les Kogi, eux, rentrent dans la vallée, et puis à un moment donné, ils s'arrêtent, ils disent « Ah, il faut qu'on demande l'autorisation d'entrée, là, parce qu'il y a le gardien des lieux. » Donc ça, on ne le fait pas, nous, on rentre. Et effectivement, ce qui était peut-être surprenant, c'est que le gardien des lieux était connecté à l'océan. Alors, quand vous êtes dans la Drôme, à quelques mètres, je ne sais pas combien d'altitude, ça peut paraître un peu surprenant. Sauf que si vous regardez la carte géologique de l'endroit où ils sont entrés en dialogue pour demander l'autorisation d'entrée, qu'ils ont eu, heureusement pour nous, eh bien, en fait, vous êtes sur des anciens, des restes de récifs coralliens, et si vous grattez un petit peu le sol, vous tombez sur des fossiles. Donc on était effectivement, il y a un lien très fort évidemment à l'océan. Vous pouvez aussi avoir, ils ont des espaces où ils peuvent aller chercher des informations sur le vivant, sur la Terre, etc. Ce qu'ils appellent des ESWAMAS, je ne suis pas vraiment spécialiste de ça, la salle ici bien plus compétent que moi sur ces questions-là. Mais ils ont identifié un endroit où ils pouvaient avoir ces informations dans leur mouvement, et voilà cet endroit, et c'était juste sur une ligne de faille, par exemple. Voilà. Donc, il y a un rapport au lieu, au milieu, qui est évidemment tout à fait passionnant, surprenant, complètement surprenant pour nous, parce qu'on est un petit peu devenu... c'est même désespérant de soi, mais et je pense qu'on a vraiment besoin de travailler cet échange, d'apprendre de rapport, alors on peut dire sacré, mais en fait c'est une forme d'hyper-attention au vivant. Je pense qu'on peut, s'il y en a qui sont un peu en difficulté avec ce terme de sacré, on peut parler d'attention. Juste un niveau d'attention exceptionnel, en fait, et qui leur permet de saisir et d'avoir et de connaître et d'acquérir un certain nombre de savoirs. Je pense que ce qui sort pour moi du pré-diagnostic, parce que c'était vraiment très embryonnaire, c'est que peut-être que nous, les modernes, que nous sommes, nous, est un peu géré, parce qu'il y a plein de gens chez nous qui travaillent, qui ne sont pas du tout dans ces rapports-là au vivant, hein. Il y en a plein qui font des choses magnifiques, et il ne faut pas non plus trop généraliser, mais on va dire les scientifiques, ou certains scientifiques, etc. En tout cas, quand on veut comprendre quelque chose du vivant, de la nature, on va un peu la forcer, on va faire des expériences. Vous voulez savoir si une plante, elle a une agentivité, si elle est capable de réagir au stress, si elle sent, vous allez lui balancer des électrodes et vous allez la mettre dans un frigo, vous allez faire pousser des plants de tabac et vous allez les torturer. Donc vous allez voir si effectivement ça marche. Ça, c'est une façon de savoir. On force le vivant pour qu'il nous révèle 2-3 secrets là, sous la pression. Et puis une autre façon, c'est de se laisser initier par le vivant. C'est un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Hadot. Il met en parallèle ces deux façons de comprendre et connaître les vivants. Il parle d'une version prométhéenne et une version plutôt orphique. En fait, c'est le vivant. Vous allez vous laisser initier, vous allez apprendre à recevoir en fait, ces messages, recevoir en fait. Et c'est ce qui a semblé pointer dans la façon dont les Kogi se sont déplacés sur ce territoire et dans la façon dont ils travaillent en fait avec ce territoire. Donc évidemment c'est absolument passionnant et avec toutes les prudences qu'il faut avoir dans ce type d'expérience, je pense qu'évidemment c'est très... Vous avez de la chance quand on Genèse de recevoir en fait, voilà, et d'avoir la possibilité d'accueillir encore peut-être ce dialogue en fait, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. J'ai amené un livre avec moi parce que dans le train j'étais en train de lire un livre que j'aime beaucoup, j'ai terminé là-dessus. J'avais lu en anglais, mais c'est assez fin et poétique, donc j'avais pas tout bien compris. Donc je l'ai relu en français, parce qu'il vient de sortir, et ça s'appelle Tresser les airs sacrés, de Robin Wall Kimmerer, Sasage ancestrale, science et enseignement des plantes. En fait, c'est une biologiste
qui a un doctorat de biologie, qui travaille depuis très très longtemps, spécialiste des mousses aux États-Unis, mais qui est aussi amérindienne issue de la nation Potawatomi. Et en fait, elle fait à elle toute seule le diagnostic, et en fait, en lisant, voilà, j'étais en train de relire ce livre, et je me suis dit, il faut absolument que je lui laisse la parole, parce que c'est bien plus intéressant que ce que je pourrais jamais vous raconter. Alors, la première chose que je voulais dire, voilà, elle a une petite expérience qu'elle raconte, ça s'appelle Astère et Verge d'Or, de plantes, une qui fait des jolies fleurs jaunes et l'autre qui fait des jolies fleurs violettes, qui sont souvent ensemble dans les écosystèmes. Alors, elle raconte comment elle est arrivée pour faire des études de botanique. Et en fait, il y a un professeur qui dit, voilà, expliquez-moi pourquoi vous voulez vous spécialiser en botanique. Elle dit, tenez son crayon droit, la pointe posée sur le formulaire d'inscription. Alors elle réfléchit un peu, etc. Et elle lui dit, je lui ai expliqué que j'avais choisi la botanique parce que je voulais savoir pourquoi les astères et les verges d'or étaient si beaux ensemble. Elle dit, je suis sûr que je souriais dans ma chemise de bûcheron à carreaux rouges. Pas lui. Alors lui, il lui répond, bon, si vous voulez en fait avoir des réponses à ça, il faut que vous fassiez une école d'art. Pas du tout ça de la botanique, n'importe quoi. C'est certainement pas comme ça que vous allez avoir des réponses. Et elle fait tout un développement assez joli. Et elle termine en disant ceci. Qu'est-ce que c'est là qui peut, voilà, que je vais garder. Pourquoi les verges d'or et les astères sont-ils si beaux ensemble? C'est un phénomène à la fois matériel et spirituel. Pour spectral, de la perception de la profondeur, parce qu'elle fait tout un développement sur comment percevoir tout ça, etc. Lorsque je fixe trop longtemps le monde avec mon regard de scientifique, je vois se former une image rémanente du savoir traditionnel. La science et la connaissance traditionnelle pourraient-elles être l'une violette, l'autre jaune, ou encore